C'est une maladie qui est taboue. Hein? Les selles, c'est tabou. C'est pas quelque chose qu'on veut parler avec nos amis. C'est pas quelque chose qu'on veut parler avec notre conjointe. Donc, c'est une maladie qui est isolée. On ne la voit pas. La maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, elle est invisible. Ça peut être soit garder sous contrôle, puis on peut vivre une vie tout à fait normale, ou en période de crise, ça peut être, comme on m'a déjà dit, à l'urgence, un médecin, là, c'est une job à temps plein. Les maladies inflammatoires de l'intestin, c'est une famille de maladies où il y a de l'inflammation au niveau de l'intestin. Les deux grosses maladies ou les plus communes qu'on a, c'est la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Souvent, à d'autres endroits, on va l'appeler la rectocolite hémorragique en Europe ou autre, mais ici en Amérique du Nord, on l'appelle surtout de la colite ulcéreuse. Alors, c'est notre corps qui a décidé avec le système immunitaire, de s'attaquer à nos propres intestins. Pour la colite ulcéreuse, ça touche seulement le côlon. Pour la maladie de Crohn, ça peut affecter vraiment, ça peut toucher de la bouche jusqu'à l'anus. Donc, on peut avoir de l'inflammation, des lésions un peu partout. On a des hypothèses à ce qui pourrait être les causes qui pourraient provoquer la maladie, mais c'est encore inconnu. On pense, donc il y a plusieurs hypothèses. La première, on pense qu'il y a une composante génétique, donc peut-être que la personne a une prédisposition génétique qui fait en sorte qu'elle est plus à risque de développer ces maladies-là. Et on le voit parce que les patients souvent ont un genre de plusieurs maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires de la peau, rhumato, qui sont associées. Alors il y a cette composante génétique-là qu'on voit. Et ensuite, on pense qu'il y a vraiment une composante environnementale. Donc, probablement que ce soit la diète, la fumée de la cigarette, on pense aux antibiotiques, peut-être les anti-inflammatoires, exposition à des aliments ou à ces choses-là en très bas âge. Et il y a encore des études qui regardent aussi peut-être la possibilité que l'allaitement pourrait être protecteur. Donc, le taux d'allaitement a baissé durant les années antérieures. Alors, il y a une possibilité que ce soit ça qui soit lié aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs. C'est un peu difficile à discerner exactement comment ces facteurs-là jouent ensemble, mais il y a définitivement quelque chose dans l'environnement qui fait en sorte qu'on diagnostique de plus en plus cette maladie. Selon les dernières statistiques au Canada, on pense que présentement, il y a un peu plus que 300 000 personnes qui sont affectées par les maladies inflammatoires de l'intestin, mais l'incidence continue à augmenter. Alors, on pense que vers 2035, à peu près 1 à 1,2 % de la population canadienne va être diagnostiquée avec une maladie inflammatoire de l'intestin et on prévoit que le plateau vraiment de la maladie, où on va arriver à un plateau où on ne va pas continuer à diagnostiquer plus, arrivera vers environ 2050. Ce qu'on connaît le plus, c'est la diarrhée, donc les selles liquides, les crampes abdominales, les douleurs abdominales. Il y a la rectorragie, donc le saignement rectal, les pertes de poids, les pertes d'appétit. Souvent, chez les jeunes, on va voir vraiment une diminution au niveau de la croissance. Ça, c'est les symptômes classiques. Mais c'est sûr qu'avec la maladie de Crohn, qui est une maladie beaucoup plus complexe, on peut avoir des symptômes autres que ceux du système digestif. Puis, entre autres, il peut y avoir des implications au niveau de la peau, au niveau des yeux. Donc, c'est ce qu'on appelle des symptômes extra-intestinaux qui sont à l'extérieur du système digestif, mais qui peuvent être présentés par le patient. Comment on vit avec ça au quotidien, c'est beaucoup d'ajustements. Puis après ça, je te dirais qu'il ne faut pas non plus négliger l'aspect santé mentale, qui n'est pas souvent discuté nécessairement dans les premières étapes du parcours, mais c'est de savoir que ça se peut que tu fasses de l'anxiété, ça se peut que tu aies des périodes où tu es plus déprimé. C'est beaucoup gérer ton énergie. C'est vraiment ça la clé, je te dirais, là, pour vivre avec une maladie chronique en général, mais encore plus une maladie chronique inflammatoire de l'intestin, là, une MII. Là. Ça a un impact sur ta vie amoureuse, c'est certain.
Dater avec une maladie inflammatoire de l'intestin, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sexy. Là. Quand tu regardes Sex and the City, il y a un épisode où il disait « Ah mon Dieu, t'as fait caca chez lui, voyons donc, ça se fait pas. » Et moi, mon chum, là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais il savait quand on a commencé à se dater. J'ai été très franche depuis le début. Mais tu sais, notre première date, j'allais à la salle de bain tout le temps. Fait que ça a un impact sur ta vie amoureuse. Pas nécessairement d'une mauvaise façon, parce que tu choisis des bons partenaires, tu sais, qui vont être patients, qui vont être là pour toi, puis qui vont t'aimer pour les bonnes raisons. Sur ta vie professionnelle, je pense que je ne sais pas si j'aurais la même carrière que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas été malade. J'aurais probablement évolué plus vite, probablement pas de la même façon. Tu sais, je pense que j'ai bâti un autre type de spécialisation, puis un autre type de relation aussi avec mes collègues puis avec mon milieu de travail. Je suis pas sûre que j'aurais travaillé dans le milieu de la santé. Puis sinon, ça a un impact, des fois sur les études. Mais tu sais, justement, tu peux t'adapter. Moi, j'ai fait mon bac en 3 ans. Il y en a qui ont des programmes d'aide, justement, qui peuvent avoir des temps supplémentaires, qui peuvent avoir des discussions avec les professeurs pour voir s'il n'y a pas des ajustements possibles. Sur les amitiés aussi, des fois, tu sais, je veux dire, ma maladie a un impact sur tout le monde autour de moi. Dans les périodes où j'ai été très, très malade, mes parents ont été stressés. J'ai des amis qui avaient peur que je décède. Tu sais. On s'en est pas parlé à ce moment-là, mais on s'en est parlé après. Puis c'est là que tu vois que ça a un impact sur tout le monde. Puis c'est mon conjoint... ça a eu un gros impact sur sa vie aussi, c'est sûr. Fait que comment ça a impacté ma vie? Un peu dans tout, mais en même temps, je ne sais pas si je prendrais une autre vie que celle que j'ai eue. Tu sais. Les traitements disponibles, donc, ils varient un peu si on parle de la colite ulcéreuse ou de la maladie de Crohn, parce que c'est des maladies qui ne sont pas exactement les mêmes, comme on a discuté un peu plus tôt. Mais pour la colite ulcéreuse, on dirait à peu près 50 ou un peu plus des patients vont répondre à des médicaments qu'on appelle les 5-ASA, ou c'est des médicaments anti-inflammatoires, mais pas ce qu'on appelle des médicaments biologiques ou immunosuppresseurs. Si les gens ne répondent pas à ça, bien sûr, là, on va aller vers des agents biologiques ou des immunosuppresseurs. Pour la maladie de Crohn, cette classe anti-inflammatoire ne fonctionne pas vraiment. Alors, d'emblée, on va aller directement vers des immunosuppresseurs pour la maladie de Crohn, comme on le ferait chez quelqu'un qui a une colite ulcéreuse qui ne répond pas aux anti-inflammatoires. Et éventuellement, peut-être dans le futur, c'est sûr que les gens travaillent vers une guérison complète. On ne sait pas à quel moment il va y avoir une percée. On l'espère tous pour nos patients, mais au moment où on parle, c'est vraiment un contrôle de la maladie pour avoir une qualité de vie le plus possible normale en contrôlant l'inflammation. Des recherches qu'on fait, c'est d'identifier des facteurs qui vont permettre de dire quel patient va répondre à quel traitement. Donc, personnaliser ou individualiser le traitement pour s'assurer qu'on va avoir un résultat meilleur. Des recherches se font un peu ailleurs aussi, et même ici, à regarder un peu quels pourraient être les agents qui pourraient provoquer l'inflammation et peut-être identifier ces agents-là, les retirer peut-être de l'alimentation ou de l'environnement dans lequel on est pour voir si on peut renverser l'inflammation. C'est difficile parce que la prévention, on sait pas toujours exactement les causes. On commence à comprendre, on commence à savoir quelles peuvent être les possibles causes, mais on n'a pas encore exactement la cause exacte. Pourquoi, par exemple, si on a des frères et sœurs, on sait qu'il y a une petite prédisposition génétique. Les deux ont la même mutation, mais pourquoi un va avoir la présentation de la maladie et non l'autre? Ils vivent dans le même environnement. Donc, c'est très difficile de comprendre la cause et pour cette raison, c'est très difficile de la prévenir. Par contre, c'est sûr que ce que je dis à mon patient, c'est avoir une belle hygiène de vie. C'est très important. Puis ça implique une bonne santé mentale, ça implique une bonne alimentation, ça implique de faire de l'exercice. Donc, c'est une approche globale qu'on doit avoir avec le patient. Moi, j'ai découvert des groupes Facebook d'entraide qui sont vraiment le fun. D'ailleurs, on me l'avait recommandé quelques-uns quand j'ai eu ma stomie, parce que maintenant, j'ai une stomie, j'ai eu quelques chirurgies dans les dernières années. Puis ça, c'est le fun pour des éléments, justement, qui touchent au quotidien, parce qu'on peut s'aider sur... J'y vois beaucoup, d'ailleurs, de parents qui ont un enfant atteint de MII qui vont sur ces groupes-là pour poser des questions à des gens qui vivent avec l'expérience. Sinon, le site de Crohn et Colite Canada, c'est ça que j'ai découvert sur le tard aussi. Ils ont beaucoup d'informations sur le sujet. Puis après ça, il y a différentes sources, si tu veux, un peu des expériences connexes. Il y a des YouTubers, c'est plus en anglais, il y a peu d'infos en français. Justement, j'ai parti un balado qui s'appelle « Deuxième porte à gauche ». C'est un peu un clin d'œil parce que c'est le podcast des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes.
J'essaie justement de regrouper là, de l'information en français. Donc, parfois, c'est des témoignages. On reçoit des personnes qui ont des réalités un peu différentes, qui ont des parcours de vie avec les MIA différents. Puis, des fois, on reçoit des professionnels. Donc, que ce soit des gastros, une psychologue, des infirmières, éventuellement aussi chirurgiens, chirurgiennes, pour venir parler de savoir un peu à quoi s'attendre ou avoir peut-être des réponses un peu aux questions qui se posent. Là.